Bonjour à tous pour ce 10e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, ou presque. Pourquoi justement j'insiste sur le ou presque? Parce que dans cet épisode, je vais traiter de projets cinématographiques qui se sont finalement concrétisés et qui d'ailleurs pour un, à l'heure où je tourne cette vidéo, est en train de se faire. Mais dont le résultat final ne correspond plus à l'idée de base. Des projets inaboutis, repris par d'autres, comme quoi dans le cinéma, l'annulation d'un film n'est jamais vraiment définitif. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 10. Numéro 1, La flûte silencieuse par Bruce Lee. En 1968, Bruce Lee n'est pas encore l'icône que l'on connaît, mais il avait déjà cette volonté d'asseoir les arts martiaux dans la culture populaire. Pour cela, il se met dans l'idée d'en vouloir créer l'œuvre ultime qui en montrerait la beauté et la véritable signification, une sorte d'Odyssée de l'espace, mais version kung-fu. Après des apparitions dans les séries Batman, L'Homme de Fer et surtout Le Frelon Vert où il joue l'éternel Kato, Bruce Lee se met cependant à l'idée que sa condition d'oriental ne lui fournira à Hollywood que des petits rôles dans le cinéma et la télévision. Voulant devenir le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial, il écrit un brouillon de 18 pages qu'il pensait appeler la flûte silencieuse. La flûte étant pour beaucoup une métaphore sur l'appel de l'âme que certaines personnes peuvent entendre. L'histoire découlerait de l'évolution à différents niveaux d'un artiste en arts martiaux qui, dans une quête de vérité absolue et de compréhension de soi-même, se serait confronté à diverses épreuves. Des révélations sur ses doutes et ses peurs, sans oublier des combats face à différents adversaires, pour mieux lier son corps et son esprit. Une passion créative hors norme à travers un sujet ambitieux, mais le petit dragon, conscient qu'il avait encore peu d'expérience dans le monde du cinéma et qu'aucun studio serait prêt à débourser autant d'argent pour un tel projet, sachant qu'à l'époque, la future star de la Fureur de Vaincre était pratiquement inconnue du grand public. Ainsi, il prit la décision de recourir à des stars américaines pour débloquer son projet. Avec le scénariste oscarisé Stirling Silliphant, connu pour son travail sur 30 minutes en sursis et Dans la chaleur de la nuit, il se met en quête de son acteur principal et son premier choix se porte sur la légende Steve McQueen, qui est d'ailleurs l'un de ses élèves. Sauf que malgré l'amitié entre les deux hommes, le refus sera catégorique. La réponse, c'est un film pour faire de Bruce Lee une star. Je t'aime bien, mais ce n'est pas mon problème, je ne vais pas te supporter. Ouch, ça fait mal. Suite à cela, Bruce Lee se dirige vers un autre de ses amis, l'acteur James Coburn, qui, de par son attachement aux arts martiaux et l'intérêt pour la philosophie orientale, accepte de jouer le rôle principal. Mais des tensions vont commencer à venir pour les trois hommes lors du processus créatif, si bien que la flûte silencieuse prend du retard. L'idée d'engager d'autres scénaristes pour alléger le travail de Silliphant se solde par des échecs. Il y en a même un qui voulait transformer l'idée de Bruce Lee en un pur film de SF avec du sexe. Mauvaise idée. Après des repérages au Japon, en Thaïlande et au Maroc, le script est terminé en 1970 pour être envoyé à la Warner. James Coburn serait la vedette et Bruce Lee interpréterait 5 rôles différents qui seraient l'attrait principal du film. Le studio est très attiré par l'idée et accepte le projet, mais à une condition, que le tournage se fasse en Inde, une idée qui conviendrait pas spécialement à Bruce Lee, mais il dut s'y résoudre. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu en Inde, c'est le chaos et James Coburn, vu le bordel que c'est, ne veut plus retourner là-bas, ce qui bloque le tournage. Bruce Lee lui en voudra toute sa vie car de fait Warner refuse de le soutenir après cet incident. Face à l'adversité, Bruce Lee doit se résoudre à mettre la flûte silencieuse de côté. Il demandera même à Roman Polanski, aussi un de ses élèves, de réaliser le film, mais n'étant pas attiré par les films d'arts martiaux, l'alliance entre les deux hommes n'aboutira pas et part sur d'autres projets qui se concrétiseront pas ou qui se feront sans lui, comme la série Kung Fu où il devait tenir le rôle principal avant d'être donné finalement à David Carradine. Par la suite, Bruce Lee est devenu la star que l'on connaît et de fait, James Coburn et Stirling Silliphant ont bien tenté de le convaincre de relancer la flûte silencieuse en vain, préférant reprendre certaines idées pour d'autres films comme Le Jeu de la mort. Avant d'être définitivement enterré en 1973, Bruce Lee décède suite à une prise de médicaments qui provoquera un anévrisme, mais pas totalement. En effet, 5 ans plus tard, Richard Moore réalise Le Cercle de Fer, reprenant des éléments du scénario écrit quelques années plus tôt par Bruce Lee et Stirling Silliphant. Si le résultat final s'avère pas désagréable, grâce notamment aux performances de David Carradine et Christopher Lee, on est clairement loin de la vision épique que la star de Opération Dragon avait prévue à la base. Enfin, il a été annoncé qu'une série La Flûte Silencieuse va prochainement voir le jour, produite par Jason Kothari à qui l'on doit Bloodshot avec Vin Diesel, et scénarisé par John Fusco, qui a notamment travaillé avec Netflix sur Marco Polo et The Highwaymen. 50 ans après sa mort, oui, cette année ça va faire 50 ans qu'il nous a quittés.
waouh, ça passe, Bruce Lee continue d'influencer le cinéma d'arts martiaux et d'écrire un peu plus sa légende. Numéro 2. Orange Mécanique avec les Rolling Stones. Bien avant que le réalisateur de 2001 s'empare du roman controversé, il fut un temps où une autre vision du roman d'Anthony Burgess était dans les tuyaux. Imaginons un univers parallèle où Stanley Kubrick ne soit pas attaché au projet et où il était question que Mick Jagger endosse le rôle d'Alex, le fameux sociopathe. Dans les années 60, le rock est dominé par deux groupes. D'un côté, les Beatles, composés de Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney et John Lennon, et de l'autre, les Rolling Stones, composés de Mick Avory, Dick Taylor, Keith Richards, Ian Stewart, l'ancien leader Brian Jones et le chanteur Mick Jagger. Créé en 1962 pour ces derniers, le producteur Andrew Lowe Oldham veut faire de ces londoniens l'exact opposé de leurs homologues en provenance de Liverpool avec leurs costumes 3 pièces, leur coupe au bol et ce côté gentillet. Il veut que les Rolling Stones abordent une attitude bad boy, clope au bec et un côté provocateur. Leur premier album, The Rolling Stones en 1964, cartonne en Grande-Bretagne avec des tubes comme Not Fade Away et Tell Me. Et alors que le groupe devient ultra populaire dans le monde, deux événements notables ont lieu. Premièrement, A Hard Day's Night, une comédie musicale sortie en 1964 réalisée par Richard Lester, mettant en scène les Beatles. Retrouvant des chansons de leur troisième album A Hard Day's Night, le film est un beau succès, confirmant qu'ils arrivent à se vendre aussi bien dans la musique que dans le cinéma. Deuxièmement, la parution du roman A Clockwork Orange ou Orange Mécanique par Anthony Burgess. Racontant dans un futur proche à Londres la vie d'Alex Delarge, le chef d'une bande de délinquants se nommant les Droogs, passant leur journée à se battre, agresser, torturer et violer les gens. Un jour, Alex se fait trahir par ces Droogs et il est arrêté. On lui propose, dans l'espoir de quitter l'établissement, une thématique révolutionnaire, la technique Ludovico, où en inversion, la violence et le sexe, dégoûtant la personne pour être accepté dans la société. Le test est un succès et Alex est libéré de prison, cependant il doit faire face à ses anciennes victimes qui vont faire ressurgir ses pulsions négatives. Une œuvre choc qui a créé la controverse à sa sortie, interdit d'accès dans de nombreux pays, un sujet parfait pour les Rolling Stones, toujours en quête de faire mieux que les Beatles. Oldham décide d'en acheter les droits, or ils appartiennent déjà au producteur C. Litvinoff. L'idée de voir la bande à Mick Jagger dans la peau des Droogs semble abandonnée. Eh ben non. En 1967, Michael Cooper, le photographe du groupe, commence à écrire un premier script avec le scénariste Terry Southern, qui a notamment travaillé sur Dr. Folamour, mise en scène par un certain Stanley Kubrick, comme le monde est petit, pour tout de suite retomber par le Lord Chamberlain, l'un des plus hauts grades britanniques, refusant catégoriquement que Orange Mécanique soit porté à l'écran à cause de son sujet trop subversif et violent. Sauf que C. Litvinoff l'emmerde, il a les droits et il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, lui aussi ne serait pas contre l'idée de voir les Rolling Stones dans l'adaptation ciné. Il propose le projet à John Schlesinger, qui vient de créer la polémique avec Macadam Cowboy, Mick Jagger dans le rôle principal et la BO composée par les Beatles, une association assez démesurée sur le papier, mais qui ne fera pas long feu. En effet, John Schlesinger n'est pas attiré par le projet et C. Litvinoff se retrouve sans réalisateur jusqu'à l'arrivée de Stanley Kubrick. La suite appartient à l'histoire. Sorti en 1973, Kubrick fait le ménage au casting, Mick Jagger étant remplacé par Malcolm McDowell et, comme le roman, suscite la controverse, si bien que le cinéaste empêchera toute projection du film en Grande-Bretagne jusqu'à sa mort en 1999. Cela ne l'empêchera pas de devenir un chef-d'œuvre du cinéma nominé pour les Oscars et encore aujourd'hui d'avoir une influence considérable pour les cinéphiles. Numéro 3. Megalopolis par Francis Ford Coppola. En 2019, Francis Ford Coppola, alors âgé de 80 ans, annonce qu'il relance son projet ultime, Megalopolis, plus d'une dizaine d'années après son dernier film, Twixt. Il est tellement impliqué qu'il investit de sa fortune personnelle avec un budget avoisinant les 100 millions de dollars. Annoncé pour une sortie en 2024-2025 si tout se passe bien parce qu'il y aurait quelques petites tensions durant le tournage, avec un casting de luxe, Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, encore Dustin Hoffman. On va revenir sur le projet Megalopolis de ses débuts dans les années 80 jusqu'à son annulation après un événement terrible en 2001 qui a tout fait capoter. En 1982, le réalisateur multi-récompensé avec Le Parrain et Apocalypse Now connaît de sérieux problèmes financiers. En effet, son film Coup de cœur, considéré comme le film le plus cher à l'époque, est un désastre commercial, si bien que le cinéaste passera toute la décennie à essayer d'éponger ses dettes. Pourtant, lors de son film suivant, Outsiders, où il dirige Matt Dillon, Ralph Macchio et Patrick Swayze entre autres, il débute l'écriture d'un projet qui va petit à petit devenir une véritable obsession pour lui,
Mégalopolis. De quoi parle Mégalopolis? Alors l'histoire a évolué au fil des années, mais dans les grandes lignes, on suivrait un architecte qui, hanté par la vision du monde moderne et incapable de résoudre les problèmes sociétaux, décide, grâce à sa capacité à contrôler le temps, à créer une utopie dans la ville de New York. Une véritable œuvre liant génie, amour dangereux et ambition politique, se présentant comme l'un des films de science-fiction les plus importants de l'histoire, alors qu'il n'est même pas encore sorti. Sauf que vu le background et les moyens démesurés, la gestation de Mégalopolis va être compliquée. D'une part, la carrière de Francis Ford Coppola, enchaînant succès critique et gros échecs commerciaux, si bien que c'est difficile pour un studio de débloquer un gros budget sans avoir peur que ça soit pas rentable. Prendre des risques, c'est bien, mais dans la limite du raisonnable. D'autre part, le caractère de Francis Ford Coppola qu'on sait nerveux sur les tournages. L'exemple le plus probant, c'est Apocalypse Now. Problème de budget, passant de 13 à 30 millions, de scénario, d'acteurs, retard imprévu, accident. Les tensions sont telles que le cinéaste devient mégalo, paranoïaque, allant jusqu'à perdre 40 kilos et fumant de la marijuana pour se calmer. Pour plus de détails, je vous conseille l'excellent documentaire sorti en 1991, Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène qui met en avant le chaos ambiant durant la préparation du film. Sauf que, en fait non, heureusement, le film a été un gros succès, Palme d'Or à Cannes, 2 Oscars, c'est clair que c'est pas toujours le cas, hein, demandez à Michael Cimino ce qu'il pense de La Porte du Paradis qui a mis United Artists en faillite. Mais dans les années 90, les choses commencent à se décanter tout simplement par le fait qu'en 2007, lors d'une interview, il a avoué avoir accepté de mettre en scène Le Parrain, 3e partie, Dracula et Jack, qui ont été des succès, uniquement pour financer Mégalopolis. Le scénario terminé, Francis Ford Coppola commence à organiser des lectures avec différents acteurs comme Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Uma Thurman, Kevin Spacey, voire Robert De Niro. Il tourne même quelques images de New York pour ses repérages. Bref, le projet commence à prendre forme tout doucement. Et là, on se dit, ben ça y est, tonton Francis, cette fois-ci, c'est la bonne, tu vas y arriver. Jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et là, tout s'écroule. Cela rend les choses difficiles, le cinéaste ne sachant pas aspirer à une utopie à New York alors que la ville vient d'être attaquée avec toutes les implications que ça implique. En 2007, Francis Ford Coppola déclare publiquement que le projet Mégalopolis est abandonné. Mais, retournement de situation, 12 ans plus tard, le projet est relancé, le cinéaste investissant de sa poche son film ultime, mais il s'en fiche, ça sera sa dernière réalisation. Il a d'ailleurs avoué, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ? Je vais mourir en étant fauché? Non, je ne serai pas fauché. Mes enfants ont beaucoup de succès. Quand je regarde mes films, ils sont encore en vue 50 ans après. Longtemps après ma mort, tout ce que j'aimerais, c'est que les gens continuent de discuter de Mégalopolis. Vous l'aurez compris, le succès ou l'échec du film importe peu aujourd'hui à Coppola. Ce qui l'intéresse, c'est l'héritage et l'impact que Mégalopolis va laisser dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma. Tout n'est pas une question d'argent ou de chiffres au box-office, mais de passion. Après, on n'est pas à l'abri que le film soit mauvais. Mais j'ai envie de croire que Mégalopolis sera une date dans l'histoire du cinéma. Il peut pas se louper après tant d'années de travail et de galère. L'heure est venue de confirmer. Voilà, ce 10e épisode de ces films que vous ne verrez jamais est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 projets. Celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous intéresse le moins. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.